Il existe une catégorie silencieuse de personnes qui ne trouvent pas toujours sa place dans le vacarme du monde. Ces êtres écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils observent la façon dont la lumière traverse une pièce et réfléchissent à la manière dont le temps s'écoule, à la façon dont tout est en perpétuel mouvement. Ils marquent une pause avant de répondre, non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils pèsent 10 possibilités différentes en même temps. Ce sont les penseurs profonds, ceux qui passent plus de temps à l'intérieur de leur esprit que dans les conversations, ceux qui peuvent transformer un simple instant en un univers entier de réflexion. Mais si vous avez déjà été l'un d'entre eux, vous savez que ce n'est pas simple, parce qu'être un penseur profond, ce n'est pas uniquement une question d'intelligence, c'est une question de sensibilité. C'est voir les strates des choses devant lesquelles la plupart des gens passent sans s'arrêter. C'est à la fois un don et un fardeau. Et pour comprendre les penseurs profonds, il faut saisir la tension permanente entre leur monde intérieur et le monde extérieur. La plupart des gens croient que trop réfléchir mène à la confusion. Mais pour un penseur profond, réfléchir, c'est respirer. C'est leur façon de traiter l'existence. Ils ne voient pas simplement un arbre, ils voient comment il s'enracine dans le sol, comment il se penche vers la lumière, comment sa vie reflète la leur de manières invisibles. Ils trouvent des métaphores dans tout. Une conversation devient une étude des émotions, un silence devient une question, un regard devient une histoire entière. D'un point de vue psychologique, les penseurs profonds possèdent ce que les chercheurs appellent une haute introspection de traits, une tendance à analyser non seulement ce qui se passe autour d'eux, mais aussi ce qui se passe en eux. Ils scannent constamment en quête de sens, demandant pourquoi, non pas pour être difficile, mais parce que pourquoi leur semble aussi vital que l'oxygène. Cela est lié à l'activité d'une région du cerveau appelée le réseau du mode par défaut, qui est plus actif lorsque nous sommes perdus dans nos pensées ou dans la réflexion. C'est le même réseau qui s'illumine pendant la créativité, l'imagination et la mémoire. Ainsi, l'esprit d'un penseur profond est une tempête de connexions qui tisse, compare et réfléchit sans cesse. Mais cette même capacité peut être isolante, car pendant que les autres traversent la vie en réagissant, les penseurs profonds observent. Ils font une pause, ils remarquent les détails, ils réfléchissent avant de parler, et parfois quand ils sont enfin prêts, la conversation a déjà avancé, alors ils restent silencieux. Et les gens confondent ce silence avec du désintérêt, alors qu'en réalité c'est de la profondeur. Un penseur profond ne veut pas simplement parler, il veut comprendre. Il a soif de conversations significatives, de celles qui plongent sous les banalités pour atteindre les peurs, les rêves, l'architecture du cœur humain. Les bavardages superficiels les épuisent, parce que là où la plupart des gens nagent dans les eaux peu profondes du quotidien, les penseurs profonds plongent à la recherche de perles au fond de l'océan de la pensée. Mais cette profondeur a un prix, elle les pousse souvent à trop analyser. Ils rejouent les événements, décortiquent chaque phrase, se demandent ce que quelqu'un a voulu dire, se demandent s'ils en ont dit trop ou pas assez. Leur esprit devient une boucle de « et si » et peut-être qu'ils voulaient dire ceci. Non pas parce qu'ils sont insécures, mais parce qu'ils voient des nuances partout. Chaque choix a une douzaine de significations, chaque émotion a des racines cachées et leur bréviaire ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé la vérité. Il existe un terme en psychologie appelé métacognition, la capacité à penser à sa propre pensée. La plupart des gens l'utilisent occasionnellement. Les penseurs profonds vivent à l'intérieur. C'est comme s'ils regardaient constamment leurs propres pensées de l'extérieur, les questionnant, les réarrangeant, essayant de comprendre leur patron. Cela les rend incroyablement conscients d'eux-mêmes, mais aussi sujets au doute. Parce que quand on est conscient de tout, on voit aussi tous ses défauts en haute définition. Un penseur profond ne demande pas simplement ce qu'il veut, il demande pourquoi il le veut, d'où vient ce désir, ce qui se passerait s'il l'obtenait ou non. Il analyse l'amour, l'ambition, la peur, la mémoire, jusqu'à ce qu'il puisse presque tenir ces choses invisibles dans ses mains. Mais dans ce faisant, il perd parfois la joie simple d'exister. Il oublie que tout n'a pas besoin d'être compris. Certaines choses sont faites pour être ressenties. Vous trouverez souvent les penseurs profonds marchant seuls, écouteurs aux oreilles, non pas parce qu'ils sont seuls, mais parce que la solitude est leur langue maternelle. Ils ont besoin d'espace pour respirer, pour processer, pour démêler des pensées dont les autres ignorent même l'existence. Ce sont des personnes qui peuvent ressentir profondément tout en paraissant calmes. Leurs émotions se déplacent comme des vagues silencieuses sous la surface, invisibles mais puissantes. Ils peuvent être assis dans un café à regarder dans le vide, mais à l'intérieur de leur tête, ils rejouent le moment où ils ont dit quelque chose il y a 10 ans et se demandent ce que cela révélait sur qui ils étaient alors. Ce n'est pas de l'autopunition, c'est de l'analyse.
Les penseurs profonds ne se jugent pas autant qu'ils essaient de se cartographier. Ils tentent de dessiner la géographie de leur propre esprit pour savoir où chaque sentiment réside. Et cela peut les faire paraître détachés de la réalité, alors qu'en réalité, ils essaient simplement de la voir sous tous les angles possibles. Une chose fascinante concernant les penseurs profonds, c'est qu'ils expérimentent souvent ce que les psychologues appellent la pensée existentielle. C'est quand on ne se demande pas seulement des choses sur sa vie, mais sur la vie elle-même, sur le temps, le but, la moralité, la conscience. Des questions qui n'ont pas de réponse facile, et c'est ce qui les distingue des simples surpenseurs. Trop penser, c'est s'inquiéter du futur. Penser profondément, c'est questionner la réalité elle-même. C'est la différence entre l'anxiété et la conscience. Mais voilà où cela devient paradoxal. Le même esprit qui peut voir des schémas dans tout peut aussi créer des illusions qui n'existent pas. Parce que quand on pense profondément, on peut connecter n'importe quoi à n'importe quoi. Et parfois, cette toile devient un piège. Ils peuvent lire trop dans un silence, supposer un sens là où il n'y en a pas, ou transformer des choses simples en puzzles philosophiques qui ne se résolvent jamais. C'est comme avoir un microscope trop puissant. On commence à voir des choses qui n'étaient pas destinées à être vues de si près. Mais cette même profondeur qui les rend incroyablement créatifs. Beaucoup des penseurs les plus influents de l'histoire, Einstein, De Vinci, Jung, étaient des penseurs profonds. Ils voyaient les fils invisibles qui connectent les idées, regardaient les problèmes sous des angles que personne d'autre n'envisageait. Parce que quand votre esprit ne cesse jamais de demander pourquoi, vous finissez par tomber sur des réponses que les autres manquent. Mais dans la société moderne, la pensée profonde n'est pas toujours célébrée. Nous vivons dans un monde qui récompense la vitesse, la productivité et la certitude. Faire une pause pour réfléchir peut ressembler à une hésitation. Le silence peut ressembler à une faiblesse. La complexité peut ressembler à une confusion. Alors, les penseurs profonds apprennent souvent à cacher leur profondeur, à s'adapter à un monde qui va plus vite que leur esprit. Ils hochent la tête dans les conversations, même quand ils ne sont pas d'accord. Ils sourient poliment pendant que leurs pensées vagabondent vers des galaxies lointaines. Et après que tout le monde soit parti, c'est là que leur vrai dialogue commence, à l'intérieur de leur propre tête. Il y a une solitude dans ce genre de vie intérieure, parce que les penseurs profonds ont souvent soif de connexion, mais seulement celle qui semble réelle. Et une connexion authentique nécessite de la vulnérabilité, mais tout le monde ne veut pas plonger aussi profondément. Alors, les penseurs profonds restent sur leur garde. Ils deviennent sélectifs, observant tranquillement jusqu'à ce que quelqu'un montre des signes de profondeur. Lui aussi, ce n'est qu'alors qu'ils ouvrent la porte. Et quand ils le font, ce n'est pas à moitié, c'est entièrement. Ils vous diront leurs peurs, leurs espoirs, les choses qu'ils ne se disent même pas à voix haute, parce que les penseurs profonds ne font pas les choses à moitié. Mais cette vulnérabilité peut se retourner contre eux, parce que quand on voit le monde en nuances de gris, on s'attend à ce que les autres fassent de même. On suppose que les gens pensent ce qu'ils disent, que l'honnêteté est la norme. Mais tout le monde ne fonctionne pas avec cette profondeur. Alors quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes, cela fait plus mal. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils ont investi tellement de sens dans tout. Pour un penseur profond, même une petite trahison semble cosmique. Même une brève gentillesse peut restaurer leur foi en l'humanité. Tout compte, et c'est l'épée à double tranchant. Pour les penseurs profonds, chaque pensée est vivante, chaque émotion résonne. Ils ne peuvent pas s'engourdir même quand ils le voudraient. Ils ressentent le poids de choses que les autres ignorent. La façon dont un inconnu évite le contact visuel, la façon dont le rire s'estompe quand le moment est passé, la façon dont les gens promettent l'éternité tout en pensant déjà à demain. Ils ne voient pas seulement ce qui est, ils voient ce qui aurait pu être. Il existe une théorie en psychologie appelée traitement en profondeur, la tendance à encoder les expériences avec un sens riche et des associations émotionnelles. Cela signifie que quand les penseurs profonds se souviennent de quelque chose, ils ne se rappellent pas seulement les faits, ils se rappellent ce qu'ils ont ressenti, ce que cela symbolisait, ce que cela aurait pu signifier. Ils portent donc les souvenirs non pas comme des moments, mais comme des écosystèmes entiers de sentiments. C'est pourquoi la nostalgie les frappe plus fort. C'est pourquoi ils peuvent écouter une chanson et soudain se retrouver dans une version d'eux-mêmes qui n'existe plus. Mais ce n'est pas seulement de l'intensité émotionnelle, c'est la façon dont leur cerveau est câblé. Les études montrent que les personnes qui s'engagent dans une pensée réflexive et abstraite ont des connexions neuronales plus fortes entre les parties émotionnelles et analytiques du cerveau. Ils pensent et ressentent littéralement en même temps. C'est pourquoi ils ne peuvent pas simplement éteindre leurs pensées. Leurs émotions sont tissées dans leur logique. Pour eux, ressentir ces pensées, et parfois cela les rend incompris. Les gens peuvent les qualifier de distants ou de dramatiques, ou de trop compliqués, mais ce qu'ils sont vraiment, c'est conscient. Ils voient la structure cachée derrière tout, comment la peur se déguise en colère, comment l'amour se cache derrière la fierté, comment les gens projettent ce qu'ils ne peuvent accepter. Et une fois qu'on voit aussi profondément, c'est difficile de ne plus voir.
C'est difficile de vivre simplement quand on a réalisé à quel point tout est complexe. Les penseurs profonds ont souvent du mal à être présents, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que leur esprit existe dans plusieurs temporalités. Ils rejouent le passé, analysent le présent et imaginent 100 versions du futur, tout cela en même temps. C'est épuisant, mais c'est aussi beau, parce que cela signifie qu'ils peuvent voir des possibilités là où les autres voient des fins. Ils peuvent trouver du sens même dans la douleur. Et c'est ce qui leur donne de la résilience. Parce que pour un penseur profond, même la souffrance est une information. Elle leur enseigne des choses sur eux-mêmes, sur le monde, sur la vérité. Mais peut-être que la partie la plus difficile d'être un penseur profond est d'apprendre quand arrêter de penser, quand lâcher le besoin de tout comprendre, quand accepter que certaines réponses n'existent pas encore. Parce que le sens, peu importe combien on le poursuit, est quelque chose que l'on crée, pas quelque chose que l'on trouve. Et c'est là l'ironie silencieuse. Le même esprit qui cherche sans fin la vérité apprend finalement que la paix n'est pas dans les réponses, elle est dans la présence. Elle est dans le fait de s'asseoir sous un ciel qui ne s'explique pas, mais qui semble tout de même infini. Elle est dans l'apprentissage de vivre avec des questions tout en se sentant complet. Parce que c'est peut-être l'étape finale de la pensée profonde. Non pas savoir plus, mais avoir besoin de moins. Non pas tout analyser jusqu'à l'épuisement, mais comprendre que la profondeur ne consiste pas à se noyer dans la pensée, c'est voir assez clairement pour flotter. On peut généralement reconnaître un penseur profond, non pas à ce qu'il dit, mais aux espaces entre ses mots. Cette pause avant de parler, où son esprit filtre à travers des couches de pensée, n'est pas de l'hésitation, c'est de la précision. Il cherche la version la plus vraie de ce qu'il veut dire. Parce que les mots comptent pour lui. Il comprend comment le langage façonne la réalité, comment une phrase peut guérir ou blesser. Et donc, il parle avec soin, parfois trop de soin, ce qui peut faire croire aux autres qu'il est timide ou réservé. Mais la vérité est qu'il écoute tout, le ton, le sous-texte, le silence entre les phrases. Parce que pour lui, la communication ne concerne pas seulement ce qui est dit, mais ce qui est ressenti. Psychologiquement, ce type d'attention est lié à une haute empathie et à la reconnaissance de schémas. Les penseurs profonds lisent constamment des données émotionnelles. Ils notent les micro-expressions, les changements subtils de voix, les petits décalages d'énergie qui révèlent ce que quelqu'un ne dit pas à voix haute. C'est pourquoi ils peuvent souvent sentir que quelque chose ne va pas, même quand personne d'autre ne le peut. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention. Ils traitent le monde comme un détective de l'émotion, scannant les schémas que les autres ignorent. Mais ce type d'esprit vient avec un effet étrange secondaire. Quand on peut voir à travers les choses, c'est difficile de rester aveugle. On commence à remarquer les inconsistances, comment les gens disent une chose et en font une autre, comment la société glorifie le bonheur tout en cachant sa douleur, comment la perfection est une illusion qu'on nous apprend à tous poursuivre. Et une fois qu'on commence à voir cela clairement, cela change la façon dont on se rapporte au monde. On cesse de rechercher la validation superficielle, on recherche la vérité à la place. C'est pourquoi les penseurs profonds sont souvent attirés par l'art, la philosophie, l'écriture ou la solitude. Non pas parce qu'ils évitent la vie, mais parce qu'ils essaient de la comprendre. Ils ont besoin d'espace où leur esprit peut s'étendre sans jugement. Ils trouvent du réconfort dans les livres, dans la musique, dans les longues promenades où les pensées peuvent se déployer librement. Ils ne parlent peut-être pas beaucoup, mais quand ils le font, c'est avec intention. Ils préfèrent les conversations qui éveillent quelque chose, des idées qui persistent après que les mots se soient tus. Mais pour toute leur perspicacité, ces penseurs luttent contre quelque chose de profond, le bruit mental. Leurs pensées ne s'arrêtent pas. C'est comme se tenir devant 10 stations de radio, toutes jouant en même temps, chacune diffusant une fréquence différente de mémoire, d'idées et de questions. Même quand ils essaient de se reposer, leur cerveau continue de rembobiner, de réécrire, de prédire. Et alors que beaucoup de penseurs peuvent se distraire avec du bruit, les penseurs profonds se noient dans le silence, parce que le silence amplifie tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cela mène souvent à ce que les psychologues appellent la rumination, le focus répétitif sur les problèmes, les sentiments ou les erreurs. Pour beaucoup de penseurs profonds, il ne s'agit pas d'être négatif, il s'agit de rechercher une résolution. Leur esprit veut une clôture, veut comprendre, veut donner du sens aux contradictions. Mais toutes les questions n'ont pas de réponse, et apprendre cela peut être une leçon des plus difficiles. Il y a une histoire sur un philosophe qui a dit un jour « Je pense, donc j'existe ». Cela semble profond, mais pour un penseur profond, c'est presque une malédiction, parce que penser confirme leur existence, mais cela peut aussi la consumer. Ils peuvent se penser dans des impasses, analyser l'amour jusqu'à ce que cela semble mécanique, étudier la peur jusqu'à ce qu'elle devienne prévisible. Ils peuvent en savoir tellement sur l'émotion
qu'ils oublient de la ressentir. Et parfois, la chose la plus difficile pour un penseur profond est simplement d'expérimenter la vie sans la disséquer. Mais quand ils apprennent cet équilibre, quand la pensée sert le sentiment au lieu de le remplacer, ils deviennent extraordinaires. Parce que les penseurs profonds à leur meilleur sont des ponts. Ils connectent la logique avec l'empathie, l'intellect avec l'intuition. Ils peuvent analyser la douleur et quand même garder de la compassion pour elle. Ils peuvent voir les défauts de l'humanité et quand même choisir de l'aimer. C'est rare. C'est de la sagesse, pas seulement de l'intelligence. Un penseur profond ne voit pas les gens comme bons ou mauvais. Il les voit comme des histoires. Il comprend que chacun est façonné par des batailles invisibles, par des expériences qui ont laissé des marques invisibles à l'œil. Alors il pardonne facilement, mais il oublie rarement. Il peut laisser partir des personnes, mais pas les leçons que ces personnes lui ont enseignées. Il porte ces leçons tranquillement, les retournant dans son esprit comme des pierres polies par le temps. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les penseurs profonds semblent souvent mélancoliques, ce n'est pas de la tristesse. C'est de la conscience, c'est la compréhension que la beauté et la perte sont toujours entrelacées, que tout ce que nous aimons finit par changer de forme. C'est l'acceptation que la joie et le chagrin sont deux notes dans la même chanson, et ressentir les deux à la fois fait partie de ce que signifie être pleinement vivant. Les psychologues appellent parfois cela la complexité émotionnelle, la capacité d'expérimenter des émotions mixtes simultanément. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la capacité. Les penseurs profonds n'étiquettent pas les émotions comme bonnes ou mauvaises. Ils les voient comme des informations. La peur leur dit ce qui compte. La tristesse révèle ce qu'ils valorisent. La joie leur rappelle ce qu'il faut protéger. Pour eux, chaque sentiment a un sens si on écoute assez longtemps. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas à propos des penseurs profonds. Ils ne sont pas toujours sérieux. En fait, certaines des personnes les plus drôles que vous rencontrerez jamais sont des penseurs profonds. Parce que quand on comprend l'absurdité de la vie, l'humour devient une forme de sagesse. Ils rient non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce qu'ils voient à quel point tout est fragile. Et le rire est leur façon de tenir les choses avec légèreté. Ils savent que parfois, la seule réponse saine à un monde chaotique est de sourire face à sa folie. Pourtant, les penseurs profonds se sentent souvent incompris. Ils peuvent paraître distants ou difficiles à lire, alors qu'en réalité, ils sont simplement perdus dans leurs pensées. Ils ne vous ignorent pas. Ils traitent 10 couches de ce que vous venez de dire. Ils essaient de comprendre non seulement vos mots, mais votre intention, votre ton, votre émotion. Ils ne parlent pas pour gagner, ils parlent pour connecter. Et quand cette connexion ne se produit pas, ils se retirent, non pas par fierté, mais par protection. Parce que voici la vérité, les penseurs profonds ressentent profondément. Ils peuvent paraître calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur, les émotions tourbillonnent comme une tempête sous une eau immobile. Ils peuvent sentir la tension dans une pièce, noter quand le sourire de quelqu'un n'atteint pas les yeux, ressentir la lourdeur des choses non dites. Et cette sensibilité, bien que puissante, peut aussi rendre la vie accablante. Ils absorbent trop, ils captent une énergie qui n'est pas la leur. Et c'est pourquoi ils ont souvent besoin de solitude pour se détoxifier des émotions du monde. Seuls, ils se réinitialisent. Ils écrivent dans un journal, réfléchissent, regardent par les fenêtres, pensent à tout et à rien. Et dans ce calme, ils se retrouvent. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la restauration. Parce que pour un penseur profond, la solitude est là où vit la clarté. C'est là que le bruit s'estompe et qu'ils peuvent enfin entendre la vérité tranquille en eux. Mais la pensée profonde sans ancrage peut devenir une spirale. Alors les penseurs profonds les plus sains apprennent à s'ancrer dans la réalité. Ils pratiquent la pleine conscience, la créativité ou le service, quelque chose qui connecte leur monde intérieur au monde extérieur. Parce que sans expression, la pensée devient lourde. Ils apprennent à traduire leurs réflexions dans quelque chose de tangible, une œuvre d'art, un poème, une conversation qui guérit. Ils réalisent que le but de penser n'est pas d'escaper la vie, mais de l'enrichir. L'une des plus belles choses concernant les penseurs profonds est qu'ils acceptent rarement les choses pour argent comptant. Ils questionnent les systèmes, les traditions, les suppositions que les gens suivent aveuglément. Et bien que cela puisse les faire paraître rebelles, c'est en fait de la compassion, parce qu'ils se soucient assez pour demander pourquoi faisons-nous cela? Est-ce que cela a encore du sens? Est-ce qu'il y a une meilleure façon? Leur curiosité est un acte d'amour pour la vérité.
Et pourtant, cette même curiosité peut rendre la vie plus compliquée, parce que quand on voit multiples perspectives, c'est difficile de prendre parti. On comprend tout le monde, et donc on ressent tout. On voit comment les personnes blessées blessent les autres, comment personne n'est entièrement raison ou tort. Et soudain, le monde semble trop complexe pour des réponses simples. C'est le bardeau de l'empathie. Il rend le jugement impossible. Et c'est pourquoi les penseurs profonds se sentent souvent déplacés dans un monde qui préfère la certitude à la vérité. Mais c'est ce qui les rend rares. À une époque d'opinions instantanées, les penseurs profonds hésitent, non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce qu'ils se soucient assez pour parler sans réfléchir. Ils savent que les mots ont du poids, ils savent que la complexité compte, et ils savent que parfois le silence dit plus que le son ne pourrait jamais. Si vous aimez un penseur profond, vous noterez qu'il valorise la compréhension plus que l'accord. Il n'a pas besoin que vous pensiez comme lui, il veut que vous pensiez avec lui. Questionnez, vous émerveillez, explorez les mystères de la vie côte à côte. Son langage d'amour est la curiosité. Son affection se montre dans l'attention, dans le fait de se rappeler de petits détails, dans le fait de demander comment vous allez vraiment, dans le fait de vous voir au-delà de vos mots. Mais il a aussi besoin de patience. Parce que les penseurs profonds avancent lentement quand il s'agit de confiance. Ils ne s'ouvrent pas facilement. Ils testent la profondeur des intentions des gens de la même manière qu'ils testent leurs propres pensées. Et quand ils vous laissent enfin entrer, c'est parce qu'ils ont décidé que votre âme était sûre. Ils ne tombent pas souvent, mais quand ils tombent entièrement. Leur amour n'est pas désinvolte, il est conscient. Il y a quelque chose de profondément humain dans la façon dont les penseurs profonds existent. Ils nous rappellent que la vie n'est pas faite pour être survolée, que le silence peut être sacré, que chaque moment n'a pas besoin d'être rempli de bruit ou de certitude. Ils nous rappellent que le mystère a sa propre beauté, que poser des questions n'est pas une faiblesse, c'est de l'émerveillement. Au final, la psychologie des penseurs profonds révèle quelque chose sur nous tous, que chaque personne, quelque part à l'intérieur, a la capacité de penser profondément, de regarder au-delà des distractions et de se faire face honnêtement. Nous oublions simplement dans la précipitation de la vie à quel point l'immobilité peut être puissante. C'est peut-être pour cela que les penseurs profonds existent, pour ralentir un peu le monde, pour nous rappeler que la pensée, quand elle est faite avec intention, est un acte d'amour. Parce que penser profondément, ce n'est pas seulement comprendre le monde, c'est le chérir, c'est se tenir en admiration devant notre complexité, devant la fugacité du temps, devant la beauté de l'imperfection. Alors, si vous êtes un penseur profond, ne vous excusez pas pour votre silence, ne rétrécissez pas vos pensées pour les faire tenir dans des conversations plus petites. Le monde a besoin d'esprits comme le vôtre, des personnes qui peuvent voir l'invisible, questionner l'évident et trouver du sens dans le banal. Vous ne vous intégrerez peut-être pas toujours, mais vous n'étiez jamais destiné à le faire. Vous étiez destiné à voir au travers, à transformer le chaos en clarté, le bruit en perspicacité, les moments en signification. Parce que penser profondément, ce n'est pas seulement une façon de comprendre la vie, c'est une façon de l'honorer. Et pendant que le monde avance vite, vous avez quelque chose qu'il oublie souvent, la profondeur. Et la profondeur dans un monde superficiel est sa propre forme de lumière.